Réintroduire les notions de citoyenneté et de bien commun dans une industrie omnubilée par la technologie, c'est votre marque de fabrique, Valérie. Vous militez depuis 25 ans pour que les technologies digitales soient créatrices de liens plutôt que facteurs d'exclusion. Le numérique interagit avec toutes nos activités humaines. Le développement des usages numériques est-il un gage d'égalité pour les citoyens selon vous ? Alors, c'est difficile d'être très positif sur le lien entre numérique et égalité, puisque on remarque une correspondance entre l'accroissement des inégalités et l'apparition du numérique dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité, mais au moins il y a une corrélation. De fait, depuis que le numérique est rentré massivement dans nos vies, disons depuis 1995, globalement, les inégalités n'ont fait que s'accroître. Pour autant, doit-on déduire un lien de causalité ? Je ne m'y risquerai pas. Les études n'ont jamais été faites en ce sens. Ceci dit, l'OCDE s'y est risqué dans une étude. Donc c'est probablement une piste qui mériterait d'être explorée un peu plus avec des outils de recherche assez sérieux. Maintenant, la question n'est pas tant de faire un procès du numérique que de se demander comment on peut convoquer le numérique pour en faire un outil de réduction des inégalités. En réalité, le numérique tout seul, on le sait, n'est rien. C'est la manière dont on l'utilise, dont on l'insère dans nos modes d'organisation, nos manières de socialiser, nos manières de travailler, de nous organiser, qui va changer notre société. Donc, je dirais, sans dire que la technologie est neutre, parce qu'elle joue un rôle, c'est clair, mais on peut utiliser les mêmes technologies avec des finalités différentes. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas vraiment cherché à convoquer le numérique pour réduire les inégalités. On s'est occupé pendant très longtemps d'éviter que le numérique soit un facteur d'exclusion, de marginalisation supplémentaire. Ça a été toutes les politiques de la fin des années 90, des années 2000, autour de l'accès au numérique, l'accès aux ordinateurs, l'accès au réseau, etc. Ce qu'on appelait à l'époque la fameuse lutte contre la fracture numérique. Maintenant, la question n'est plus vraiment celle-là. Non pas qu'il n'y ait pas une partie de la population qui soit encore exclue du numérique, elle existe et il ne faut absolument pas la négliger parce que pour cette petite partie de la population, moins de 20% aujourd'hui, c'est presque une double peine. En général, ce sont des gens qui, voire une triple peine, ce sont des gens qui sont en situation économique, sociale, linguistique difficile, qui en plus ne vont pas avoir accès au numérique, donc il faut évidemment leur apporter toute notre attention. Mais aujourd'hui, la question, c'est plus pour les 80%, comment on utilise le numérique pour, au contraire, recréer de la solidarité, du partage et des logiques qui contribuent à une forme d'égalité au sein de la société. Donc plutôt en positif. On parle des imaginaires du Big Data. Vous pouvez me dire ce qu'on entend par quelle définition on pourrait donner sur ces imaginaires du Big Data ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le Big Data, c'est en ce moment dans le champ de l'innovation, cette fois-ci technologique et économique, c'est un des grands thèmes à la mode. On pourrait en citer le Big Data, la Smart City, l'Internet des objets. Voilà, je dirais que c'est les grands thèmes qui tournent, qui sont liés les uns aux autres, bien sûr, qui sont corrélés. La question, c'est, et on le voit bien en sociologie de l'innovation, quand à un moment, une thématique comme ça, techno-économique, est sous les feux de la rampe, elle attire à la fois beaucoup d'attention médiatique. Si vous regardez toute la presse professionnelle, les cabinets d'études qui ne cessent de publier des prédictions formidables sur les chiffres d'affaires que vont générer les big data, etc. Et puis, elle attire aussi des financements publics, privés, voilà. Donc ça, c'est assez normal en innovation qu'à un moment, il y ait une espèce de concentration des efforts sur une forme d'émergence. Après, la question, c'est au nom de quoi ? À quoi va vraiment nous servir ces big data ? Et c'est là où on voit que pour justifier en partie cette concentration d'énergie, de financement, de buzz, etc., on assiste à une espèce d'escalade dans les promesses liées au big data. Et c'est là où les imaginaires foisonnent. C'est-à-dire que d'abord, il y a une avalanche sémantique. On nous a beaucoup parlé de nouveaux pétroles du 21e siècle, de nouvelle or noire. Voilà, toutes les analogies, les métaphores avec le 20e siècle ont plu, ce qui est assez symptomatique. Mais surtout, on nous promet des ruptures radicales. Par exemple, un certain monsieur Chris Anderson, qui a été pendant longtemps le directeur de la rédaction de la revue Wired, nous a expliqué, voilà quelques années, je crois que c'était en 2009, que avec les big data, c'était la fin de la science telle qu'on la connaissait.
nous n'avions plus besoin d'hypothèses, de théories, mais que finalement la vérité scientifique allait émerger presque naturellement et spontanément de la donnée. Voilà un imaginaire, une rupture épistémologique radicale, la science qui se réinvente dans les données. Bien évidemment, cette théorie-là a été battue en brèche. On n'a pas le temps là de rentrer dans toute la controverse, mais c'est pour vous donner un exemple d'imaginaire assez radical. Les autres imaginaires, ils se focalisent beaucoup sur la dimension prédictive des big data. Le désir des humains de se projeter dans l'avenir et de lever le voile sur l'avenir n'est pas nouveau. Rappelez-vous la Pitty, déjà, qui jouait ce rôle-là. Les statistiques plus près de nous ont toujours travaillé sur cette question de la prédiction. Mais aujourd'hui, avec les big data, on a l'impression que les statistiques sortent des quelques champs auxquels elles s'étaient appliquées, par exemple les sondages avec les prédictions politiques, les prédictions démographiques, etc., pour finalement envahir l'ensemble des champs de l'activité humaine. Et grâce aux big data, on pourrait anticiper sur le climat, sur les fruits de l'agriculture, sur les mouvements démographiques, etc., etc., etc. Donc, cette dimension prédictive, elle est très forte, elle appelle très fort quelque part nos émotions, et donc il faut s'en méfier. Ça ne veut pas dire que les big data ne vont pas jouer un rôle prédictif, mais il ne faut pas y projeter trop de choses pour l'instant. Nous sommes très loin du compte par rapport à tous ces imaginaires. Alors il y en a un quand même d'imaginaire qu'elle a la dent dure, ou la vie un peu dure pour l'instant, c'est le problème de la vie privée. Comment aujourd'hui on peut arriver à concilier la protection de la vie privée et ce développement des big data? La vie privée, pour moi, c'est pas un imaginaire. C'est quelque chose sur lequel nous devons veiller collectivement, jalousement, comme un des biens les plus essentiels de l'humanité, qui est inscrit au cœur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je le rappelle, un texte qui reste extraordinaire, qui traverse le temps et sur lequel nous devons absolument nous appuyer pour continuer de construire une société de liberté. Donc aujourd'hui, effectivement, on sent que les big data, je dirais la multiplication des dispositifs qui permettent de collecter de l'information sur les individus, sur leurs pratiques, sur leurs usages, sur leurs comportements, probablement fragilise notre capacité à protéger nos libertés publiques et plus particulièrement notre vie privée. Donc aujourd'hui, toute la difficulté devant laquelle nous nous trouvons, c'est d'arriver à laisser fleurir les possibilités d'innovation liées au big data, parce qu'il y en a, bien entendu, il ne s'agit absolument pas de les nier, sans pour autant grignoter nos libertés publiques. Et quand on dit ça comme ça, on a l'impression d'être enfermé dans une injonction contradictoire. Et c'est le message que nous font passer un certain nombre d'acteurs économiques qui disent, chaque fois qu'on essaye de renforcer les protections de la vie privée, disent « Oh là là, vous nous empêchez d'innover, vous nous empêchez de créer de la valeur, vous nous empêchez de... » Voilà, quelque part, vous nous sciez la branche sur laquelle nous sommes assis. En réalité, il faut qu'on sorte de ce discours qui oppose dos à dos vie privée et innovation. Et nous avons besoin de trouver des solutions de cohabitation de ces deux objectifs. Et de fait, elles existent. Elles existent, mais elles ne sont pas suffisamment explorées. On peut les chercher dans différentes directions. Par exemple, on peut les chercher du côté des modèles économiques. Aujourd'hui, l'économie du web s'est développée massivement sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire une monétisation de l'attention de l'utilisateur à travers la publicité. Ce mode de monétisation n'est pas extensible éternellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que, au fur et à mesure que nos services migrent vers le monde numérique, ils se financent par la publicité. Parce que pour qu'il y ait de la publicité, il faut avoir quelque chose à vendre derrière. Il faut avoir à vendre un service ou un bien. Donc on ne pourra pas éternellement enfler cette part de notre économie numérique qui vit sur la commercialisation de l'attention. Donc ça veut dire qu'il va falloir inventer d'autres modèles économiques alternatifs, peut-être qui reviennent tout simplement à l'économie servicielle, de la vente de services, de la vente de biens, ou d'autres systèmes plus mutualisés. Mais en tout cas, on a besoin d'arrêter, de sortir de cette fascination
pour le monde du marketing et de la publicité, dont le poids ne fait que croître dans nos économies numériques. Ça, c'est une première piste de réflexion. Une autre piste pour sortir de cette injonction contradictoire entre vie privée et innovation que j'évoquais à l'instant est autour de la réflexion sur le partage de l'usage, du contrôle et de la valeur d'usage de la donnée. Aujourd'hui, une donnée, une fois qu'elle a été agrégée et anonymisée, enfin les données, une fois qu'elles ont été agrégées et anonymisées, sortent du champ de ce qu'on appelle les données personnelles protégées par la loi et sont des données que l'entreprise collecteuse et gestionnaire peut utiliser, je dirais, quasiment à volonté. Bon, il y a certains encadrements avec ce qu'on appelle les opt-in, les opt-out, mais sans rentrer dans les questions de droit. Donc cette entreprise collecteuse en fait plus ou moins ce qu'elle veut. Une des pistes, c'est d'imaginer que l'usage de cette donnée collectée soit partagé avec l'utilisateur qui l'a coproduite. Quand je dis coproduite, c'est par exemple la donnée de mon compteur électrique. Elle a été coproduite par EDF et par mes usages de l'électricité dans la maison. Ou ma donnée de mon pass Navigo, elle a été coproduite par mes usages des transports publics et mes usages et la RATP. Donc on voit bien qu'il y a une coproduction. Eh bien, puisqu'il y a coproduction, on peut imaginer aussi qu'il y ait co-usage, que l'individu garde la maîtrise de sa donnée et ait le droit de décider de qui aura accès à cette donnée ou pas en dehors de l'entreprise collecteuse. Et ça, c'est un point absolument essentiel, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un marché de la donnée qui se met en place, qui est un marché pour l'instant relativement opaque, notamment autour de ce qu'on appelle les data brokers, parce qu'on a en français les courtiers de données, qui récupèrent de la donnée auprès des entreprises collecteuses et qui vont les vendre à d'autres entreprises. Et ce marché-là est, à mon avis, tel qu'il est aujourd'hui un peu boîte noire, est une des sources de danger pour notre vie privée. Ça ne veut pas dire qu'il faudra supprimer les data brokers, ça veut dire là encore qu'il faut aller mettre de la lumière dans cette boîte noire et qu'il faut encadrer les pratiques de ces acteurs. L'accès au numérique peut transformer les relations des citoyens au pouvoir, on le sait. Une plateforme appelée Lanceur d'alerte vient d'être créée par le journal Le Monde avec un certain nombre de médias, notamment en Belgique, et France Télévisions qui les a rejoints dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. On a absolument besoin que les médias jouent ce rôle de relais des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, nous sommes, en France en tout cas, mais ce n'est pas le seul pays dans ce cas-là, avec une protection selon les secteurs d'activité, soit minime, soit inexistante des lanceurs d'alerte. En tout cas, c'est une protection très segmentée, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte dans le secteur de la santé, de la recherche, du numérique, etc., n'a absolument pas le même statut. Et on a besoin de trouver des dispositifs législatifs qui donnent des canaux protégés pour qu'un lanceur d'alerte, qu'il soit au sein d'une administration, au sein d'une entreprise, au sein d'un laboratoire de recherche, puisse lancer son alerte sans mettre en péril non seulement son métier, mais sa position sociale, voire même sa vie dans quelques cas. Donc aujourd'hui, il est très important que non seulement des dispositifs, des initiatives du type de celles du Monde et des médias se mettent en place, mais qu'on ait aussi un statut légal qui encourage ces lanceurs d'alerte et qui les protège. Alors la dernière question concerne votre intervention ce soir à la conférence. Si vous aviez un message à passer précisément, ce serait lequel ? Le message aujourd'hui que j'aimerais passer, c'est le fait qu'on peut utiliser le numérique pour organiser de l'action collective. Je parlais tout à l'heure d'innovation sociale. C'est une des manières de penser cette action collective. Le numérique nous permet de partager de l'information, ça ce n'est pas très nouveau, mais surtout de créer des formes de ce que nous appelons des communs ou des biens communs, c'est-à-dire des ressources qui sont gérées par des communautés, qui sont mises en partage et qui répondent là aussi de façon alternative aux réponses du marché et aux réponses de l'État à des besoins de la société. Donc quand on voit par exemple une encyclopédie comme Wikipédia qui s'est créée, qui est probablement l'exemple le plus connu, on voit bien que Wikipédia répond à un besoin
que les encyclopédias universalis historiques n'étaient pas en capacité de fournir et que la puissance publique n'avait pas vocation à fournir non plus. Quand on regarde le travail que fait une communauté comme OpenStreetMap pour fournir un outil de cartographie libre et contributif, là aussi, on est sur une logique de développement d'un commun, d'un bien commun, par une communauté appuyée sur du numérique et qui répond à un besoin collectif autour duquel des tas d'innovations vont pouvoir fleurir. Parce que ce fonds cartographique libre, il va pouvoir être utilisé par des individus, mais aussi par des entreprises, des startups, etc., pour créer des services. On peut multiplier les exemples. Bien sûr, l'exemple historique du logiciel libre, historique à l'échelle du numérique, bien sûr, c'est une courte histoire, mais quand même, qui est un autre commun. Donc aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer, c'est saisissons-nous du numérique pour aider ces communautés agissantes à construire des nouveaux communs qui nous permettent de faire face aux défis qui sont devant nous, et ils sont plus que nombreux, notamment les défis de la transition. Merci beaucoup.